psychotraumatologue chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Bioy. Bonjour Antoine. Bonjour Evelyne. Alors Antoine, tu es vraiment une figure de proue dans l'hypnose dans le monde francophone. Tu es productif, tu écris beaucoup de bouquins, tu diriges aussi beaucoup de livres, tu participes aussi à des ouvrages collectifs comme celui-ci, Dimension invisible de la conscience, que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Martine Struzik. On va parler aujourd'hui de ton dernier livre qui est vraiment une Bible, qui a été donc publié chez Duno, Le Grand Livre des Trans, et qui a donc été publié en 2023. On va largement en parler. Alors, tu es aussi professeur et tu es aussi chercheur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Oui, j'ai un parcours et j'ai un profil qui est très très académique, qui va d'ailleurs avec ce que tu disais, l'écriture en ce qui s'appelle maintenant Master 2 recherche, qui à l'époque s'appelait un DEA. J'ai eu un professeur qui s'appelait Jean-Pierre de Conchy qui nous avait dit une fois, écrivez tous les jours, écrivez même 5 lignes, peu importe, mais écrivez tous les jours. Et en fait, je l'ai pris au mot, c'est-à-dire qu'effectivement, j'écris un petit peu tous les jours. Et puis donc ça a participé effectivement à cette productivité que tu disais tout à l'heure, mais surtout dans le champ de l'hypnose. Quand j'ai fait ma formation, il y a eu beaucoup de gens dont j'entendais parler, et du coup j'essayais d'avoir des écrits parce qu'évidemment la vidéo était, pour la génération d'avant, était beaucoup moins développée qu'elle l'était actuellement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens en fait dont on me parlait parce que mes maîtres en avaient, voilà, les avaient côtoyés, avaient travaillé avec eux. Mais en fait, il restait pas grand-chose en fait de ce qu'ils avaient fait parce qu'il y avait très peu d'écrits. Et là, je me suis dit, c'est important aussi que les choses restent parce qu'il y a des noms comme ça dont on peut entendre parler, mais finalement, ce qui fait la richesse d'une pratique se perd totalement s'il n'y a pas de traces. Et donc, j'ai couplé en fait les deux, c'est-à-dire le fait d'écrire un peu tous les jours et d'avoir comme ça un plaisir de l'écriture, et puis également le besoin également de demander aux gens qui ont une pratique que je juge intéressante selon mes critères évidemment, de participer en fait à ce travail de legs un peu pour les générations d'après. Donc c'est vrai voilà, j'ai un parcours qui est très académique, très marqué par cette dimension-là, qui néanmoins est aussi nourri complètement de pratiques cliniques. Depuis que je suis diplômé, j'ai toujours pratiqué la psychologie, l'hypnothérapie, d'autres pratiques également, avec une pratique qui est très essentiellement une pratique hospitalière, même si j'ai une activité libérale à côté, mais c'est vraiment, depuis que j'exerce, vraiment cette dimension-là qui est importante pour moi. D'abord parce qu'on voit énormément de patients au profil extrêmement différents. Et ça, c'est quand même une richesse. Et puis aussi parce qu'on travaille en équipe, et ça, c'est quand même une deuxième richesse. Donc globalement, voilà, c'est mes deux jambes. C'est à la fois le côté académique, le besoin de science également, l'idée de la transmission, et puis la deuxième jambe qui est celle de la pratique et d'être à la fois avec un réseau, un réseau de gens autour de moi avec qui travailler, avec qui échanger, et puis un réseau également de personnes qui souhaitent être accompagnées ou qui font des demandes particulières. Et c'est ce maillage-là qui m'intéresse également. Alors, tu parlais de legs et effectivement, ce livre, je pense que c'est un legs pour les générations à venir. Je pense qu'il va se passer beaucoup de temps avant qu'on trouve un ouvrage de cette taille. Il y a plus de 700 pages en grand format. Tu as vraiment rassemblé autour de cette question de nombreuses personnes, de nombreux contributeurs. Alors, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que jusqu'à pas si longtemps, finalement, les trans étaient un peu relégués du côté du mystique, du religieux, du magique, hein. On pense aux trans extatiques du genre Thérèse, Sainte Thérèse. Moi, quand je travaillais au Cameroun, j'ai eu l'occasion de travailler avec les Pygmées et donc j'ai vu des trans de levée de deuil chez les Pygmées Baka, et donc ça, c'est très exotique. Et aujourd'hui, la transe revient dans le giron de la science, elle redevient un objet d'étude, et ça, je trouve ça passionnant. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi la genèse de ce livre? Comment est-ce qu'il est né? Il y a cette interrogation que je partage avec toi, qui est la question de la transe, et avec l'idée que souvent, quand on parlait de transe, on était
dans quelque chose qui était enfermé du côté de l'exotique, c'est-à-dire c'était l'autre, c'était jamais nous, c'était des pratiques qui n'étaient pas les nôtres, et on regardait ça souvent, parfois un peu de haut, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent pas grand-chose, et donc du coup on leur laisse ça. Il y avait quand même un peu ce mouvement-là. Et puis en même temps, il y avait cette omniprésence de la transe et le fait de se dire, mais ok, nous on a domestiqué la transe sous forme d'hypnose, sous forme de méditation, sous forme d'autres pratiques, mais il y a des phénomènes de transe spontanée, il y a beaucoup de choses qui existent, et en particulier cette conviction qui a commencé à apparaître chez moi, qui était que en fait, sans transe, il n'y a pas de changement thérapeutique, quelles que soient les pratiques, et de me dire, mais c'est finalement quand on regarde un peu comment ça se passe également, quand on fait un peu l'archéologie des pratiques thérapeutiques et psychothérapeutiques en particulier, on regarde quand même, on observe que ce soit en TCC, en psychanalyse, en thérapie humaniste, en systémie, en fait, le terme de transe n'est pas tout le temps présent, mais il y a toujours des pratiques dans lesquelles il y a un état de conscience modifié à un moment donné qui est stimulé ou qui apparaît et qui va bouleverser complètement la question de l'accompagnement. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, à la fois la pratique, bien sûr, des trans et de façon assez domestiquée, ce qui me concerne, parce que c'était beaucoup l'hypnose à l'hôpital, mais aussi bah, les lectures, le fait d'aller voir ailleurs, le fait précisément d'observer ça dans d'autres champs, y compris d'ailleurs dans des pratiques qui étaient des pratiques récréatives, artistiques, culturelles. J'ai beaucoup traîné du côté des rêves parties notamment, mais pas que. Et donc, du coup, voilà, de voir cette omniprésence-là et de dire quand même, c'est bizarre que ce soit reclus dans son coin et qu'on n'en fasse pas grand-chose réellement dans notre culture, ou en tout cas un peu par défaut. Et je le disais tout à l'heure, je suis très académique, donc je ramène tout en fait, moi, à l'université. C'est ma maison, quoi. L'hospitalo-universitaire, c'est ma maison, clairement. Donc, c'est là où j'arrive à penser, c'est là où je me sens en sécurité pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ma maison, l'hospitalo-universitaire. Et donc, du coup, j'ai commencé à vouloir ramener ça un petit peu pour le penser à plusieurs, pour pouvoir échanger à partir de ça. Et puis, bah, lever de bouclier quand même, beaucoup, beaucoup, là, par des collègues qui, effectivement, soit renvoyaient du côté de l'anthropologie en disant, mais bon, c'est dans d'autres cultures, c'est pas nous, soit effectivement passer du côté de l'ésotérique en se pinçant le nez et en disant, bon, c'est quoi ces trucs-là dont on entend parler? Bon. Et c'était très compliqué, en fait, d'en faire un objet de science, et je passe sous silence, mais notamment à la dernière évaluation du laboratoire, parce que les laboratoires de recherche sont évalués tous les 5 ans, c'était vraiment enfin, voilà, les collègues qui sont censés à la fois évaluer, nous conseiller, etc., enfin, on tirait à vue vraiment sur le concept et sur moi en particulier. Heureusement, j'étais avec une directrice de laboratoire avec qui je dirigeais ce laboratoire, Marie-Carmen Castillo, et on a fait vraiment front commun parce que même si elle n'était pas très intéressée plus que ça par le concept, elle voyait bien quelle était la pertinence. Donc on a fait front commun et on a refusé de quitter cette dimension de la transe parce que c'est ce qui nous avait été demandé à l'époque en disant il faudrait que vraiment vous quittiez cette notion-là. Et donc, c'était la meilleure façon pour que on continue et que je continue en particulier. Je me suis dit, non seulement je vais continuer dans ce laboratoire avec cette dimension-là, mais je vais créer un enseignement qui est donc le DU d'études des trans, dont peut-être on parlera également tout à l'heure, et des états de conscience modifiés. Et puis, j'ai entendu ce cri finalement que lançaient certains collègues, qui était le fait de dire, ce n'est pas un objet scientifique. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, puisque précisément on me dit que ce n'est pas un objet scientifique, enfin, je vais plutôt utiliser ce goût de la coordination et l'écriture dont je parlais tout à l'heure, et de dire, bah, je vais installer un livre qui effectivement va être à la croisée entre les sciences humaines, les sciences biologiques, les humanités, etc., et qui va finalement réunir non pas toutes les connaissances, mais des connaissances pour montrer que si c'est un objet scientifique, et les gens peuvent dialoguer, peuvent créer, et peuvent mener des recherches, faire avancer les pratiques, se questionner, se perdre aussi très certainement autour de ce contexte-là et de ce concept-là, qui est un concept absolument fascinant, et comme je disais tout à l'heure, qu'on retrouve partout. Donc pour moi, il y a une vraie utilité à le poser. Et d'autant plus que pas faire trop long d'emblée, sinon ça va être un monologue, mais d'autant plus que dans le champ de l'évaluation des psychothérapies, on sait que la dimension, je dis on sait, c'est que ça a été multi-évalué depuis 50 ans,
la dimension technique n'intervient que pour très peu dans les effets thérapeutiques. Et donc, il y a un moment donné où il faut bien poser les choses. C'est-à-dire, si la technique n'est pas du tout le facteur dominant dans l'efficacité thérapeutique, dans la façon dont une personne va changer, quel est-il? L'hypothèse avec laquelle je travaille, c'est que c'est le fait de susciter cet état de transe qui, à un moment donné, va bouleverser le sens commun de la personne et qui va le repositionner dans l'existence. Et je prétends, en ayant repris, en ayant fait une archéologie des savoirs des différents champs psychothérapeutiques, qu'en vrai, c'est présent dans toutes les psychothérapies, j'allais dire d'état, c'est-à-dire les grandes psychothérapies telles qu'elles existent. En fait, c'est présent, pas sous ce terme-là, mais c'est toujours présent, quoi. Et donc, du coup, je travaille avec cette hypothèse, et le livre, pour moi, est un livre carrefour pour que les gens puissent discuter autour de ce concept-là, mais de montrer que c'est un concept qui permet précisément ce dialogue et cette avancée des pratiques et des connaissances. Et aujourd'hui que le livre est là, comment réagissent les collègues? C'est mitigé. Alors, il y a eu tout un champ de collègues qui sont venus à moi et auxquels je n'attendais pas un engouement aussi important. C'est tout le champ, en fait, des collègues dans le champ artistique culturel. Dans la danse en particulier, mais pas que. Je travaille avec beaucoup de chorégraphes là actuellement. C'est un terrain qui est extrêmement fertile. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement des collègues, j'allais dire, hors sciences humaines, bon, pas tout à fait vrai parce qu'il y a l'anthropo, etc. Mais en tout cas, il y a eu des gens qui sont venus voir en disant, mais en fait, nous, on a ces états de conscience modifiés en fait dans notre pratique, on ne sait pas trop quoi en faire. Et finalement, est-ce qu'on pourrait aller plus loin avec votre concept de trans? J'ai eu des collègues également qui sont également enseignants-chercheurs dans le champ des littératures. Tu citais tout à l'heure les grands mystiques et qui me disaient, mais nous, on étudie en fait les textes des grands mystiques et le fait que vous parliez de trans, en fait, a bouleversé notre compréhension parce qu'on n'avait pas vu ça comme ça. C'est-à-dire, du coup, ça réouvre en fait complètement les études qu'ils mènent et moi, évidemment, d'apprendre totalement aussi de ce que eux ont bâti en fait jusqu'à présent. Et donc, du coup, les gens qui n'étaient pas, j'allais dire, dans mon écosystème d'emblée, ont plutôt participé et continuent à participer de ce dialogue. Les gens qui sont dans mon écosystème, globalement, ils ont plutôt bien réagi. Le domaine académique pur, honnêtement, c'est un combat de tous les jours. Voilà, ou quasiment, il y a moins il y a moins de discussions sur le niveau de scientificité parce que finalement, voilà, les collègues ne confondent plus ignorance et le fait qu'il manque de savoir en face. Donc voilà, maintenant ils savent qu'il y a quand même des connaissances qui peuvent aller chercher dans ce champ-là. Ça, c'est une avancée, mais ça continue à être un champ qu'ils considèrent comme étant impur, quoi. C'est-à-dire qu'il est compliqué de pouvoir manier. Et donc, à la fois les échos concernant le livre, mais aussi l'enseignement, le DU, c'est pas du tout établi. Enfin, vraiment, c'est tous les ans, faut que je reprenne, voilà, faut que je reprenne mon bâton de pèlerin et que je recommence l'histoire, quoi. Mais après tout, voilà, c'est épuisant, je vais pas dire l'inverse, mais je trouve que le jeu envoie la chandelle. Et pour moi, c'est une telle évidence. Enfin, quand je dis c'est une telle évidence, c'est pas simplement ma conviction, enfin, les éléments de preuve, ils sont là, quoi. Et donc pour moi, c'est absolument, je vais dire les choses de façon un peu grandiloquente, mais j'ai la vérité de mon côté. Je parle de la vérité des faits. Donc, il y a un moment donné, je suis pas en train de demander aux gens de croire quelque chose. Je leur demande de remodeler les savoirs d'une certaine façon pour pouvoir ouvrir un champ de connaissances supplémentaire et donc une évolution des pratiques et donc un dialogue avec les pratiques différents. Donc, j'espère bien qu'à un moment donné, avec toutes les bonnes volontés qui se joignent bien sûr autour de ce projet, ça passe, quoi, et de façon définitive. Alors, on a effectivement parlé déjà de plusieurs contextes, le contexte thérapeutique, la danse, le côté artistique, les rêves parties, la musique, et cetera. C'est quand même compliqué comme notion, cette notion de trans, parce que justement, elle est dans des contextes extrêmement différents. Est-ce que tu peux nous aider, éclairer un peu notre lanterne? Je vais prendre peut-être d'abord donner une définition de la transe, celle avec laquelle je travaille en tout cas, et puis peut-être un exemple qui me montre que justement il y a des difficultés et que ce dont on parle n'est pas quelque chose de simple à saisir. La définition de la transe, là aussi, j'ai fait de l'archéologie des savoirs, hein, je suis allé miner, comme on dit, c'est-à-dire je suis allé chercher dans les publications sur les états de conscience modifiés, qu'ils soient dans notre culture ou dans les autres,
finalement, qu'est-ce qui semblait être un facteur de changement. Et globalement, pour moi, la définition de la transe, elle est effectivement de dire c'est un état de conscience modifié, qu'on appelle maintenant les états non ordinaires de conscience, mais comme il peut y avoir la distraction dedans, la rêverie, etc. Donc, c'est un champ qui est extrêmement vaste, mais il y a un élément qui, pour moi, est un élément qui définit ce qu'est une transe à l'intérieur de ces états non ordinaires de conscience, c'est la notion de brusquerie. C'est-à-dire, à un moment donné, la confusion pour l'hypnose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'individu perd complètement ses repères. C'est-à-dire que ce soit dans une transe spontanée, un moment spontané ou un moment calculé, préparé, comme en hypnose ou autre, à un moment donné, l'individu perd ses repères et se retrouve délogé de là où il est. Et cette dimension-là de brusquerie, de grand saisissement, pour utiliser un terme qui est dans une culture qui n'est pas la nôtre, elle me paraît tout à fait importante et vraiment très typique des états de transe, c'est-à-dire avec ce noyau-là de transformation qui est présent à l'intérieur. Donc, bah, basiquement, pour moi, un état de transe, c'est un état non ordinaire de conscience avec l'élément de brusquerie qui va être vécu par la personne elle-même. Mais alors du coup, moi, ça me fait penser au fait que état de conscience modifié, on pourrait continuer à conserver ce terme, mais pas modifier par rapport à un état qui serait un état étalon, un état normal et tous les autres ne seraient pas normaux, mais plutôt un état modifié par rapport à l'état antérieur, c'est-à-dire de quelque chose de l'ordre de la transition. Modifié juste par rapport à l'état qu'on avait, quelques secondes ou quelques millisecondes avant, quoi. Oui, oui, c'est exactement comme ça qu'effectivement je le présente notamment dans le livre, c'est-à-dire en disant il y a pas de norme en fait. C'est exactement ça. À un instant T, on est dans un état de conscience particulier. À T plus 1, en fait, on est dans un autre état. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles conditions? Et c'est là qu'il va y avoir ou pas cet élément de brusquerie qui peut éventuellement déclencher le changement. Et la question est, déclencher à quelles conditions là aussi. Et donc pour l'exemple qui montre aussi que c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de compliqué. Tu parlais des rêves partis tout à l'heure. On peut tout à fait prendre. J'ai eu cette discussion, et surtout j'ai eu cette discussion avec deux collègues d'origines différentes, d'origines professionnelles différentes la semaine dernière, qui est quand est-ce que l'on est dans quelque chose de l'ordre du récréatif pour les usagers, quand est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre de l'usager qui va chercher autre chose au travers de la prise de produit, et qu'est-ce qui fait que l'on est du côté de la psychopathologie. Autrement dit, si on prend par exemple un rêveur, quelqu'un qui fréquente les rêves parties, est-ce que on est dans une pratique qui est juste, on m'a invité, j'avais jamais fait, on me propose un truc, et puis j'ai envie de vivre vraiment la musique de façon très importante, récréative, ok. Qu'est-ce qui fait qu'on va être face à quelqu'un qui va en fait s'appuyer sur les rêves parties pour se connecter à des états de conscience différents parce qu'il y a quelque chose qui vient le transformer dans un au-delà de la limite. Et donc, il y a quand même une intention d'aller chercher quelque chose dans le produit. Et puis, qu'est-ce qui fait que bah, on est dans quelqu'un qui a trop de l'axe 2 pour discuter DSM, qui a une personnalité dépendante, une psychopathologie, et qui, en fait, cette psychopathologie va être masquée par la dimension de la rêve partie récréative. En fait, cette personne est déjà addicte, quoi. Et même dans la population des gens que l'on dit addicts, est-ce qu'on a réellement 100% d'addicts? Moi, quand je travaillais complètement dans un service de prise en charge des patients atteints de toxicomanie, est-ce que réellement j'avais 100% de patients toxicomanes, ou est-ce que en fait j'avais égalé trois catégories, ou au moins deux catégories, celle qui recherche une élation particulière et puis qui fait de la psychopatho. Voilà. Et donc ça pour moi c'est des questions, c'est des vraies questions auxquelles j'ai pas là aujourd'hui des réponses qui sont franches. L'idée de dire faut aller voir, et surtout ce dont je suis persuadé comme d'autres, c'est que c'est pas trois accompagnements identiques. C'est-à-dire quelqu'un qui va être dans un usage récréatif même répété, eh ben on l'écoute pas de la même façon que quelqu'un qui va être dans une recherche de soi au travers un au-delà des limites par les produits, et qui est encore autre chose que quelqu'un qui vit sa psychopathologie au travers également des produits pour éliminer ou compenser quelque chose. Et ces questions, elle est d'autant plus essentielle qu'il y a évidemment cette quatrième catégorie, ou catégorie 2 bis qui est apparue, qui est l'usage des psychotropes, enfin des psychédéliques, psychothérapies augmentées que tu connais très bien. Et là, il y a une pensée qui, pour moi, me rend fou, c'est que actuellement, dans les psychothérapies augmentées, il y a une pensée dominante qui serait le coup qu'on nous a fait dans les années 80 avec la psychiatrie biologique, c'est-à-dire, c'est en fait la chimie qui transforme l'individu. Et moi, quand même, de ce que je vois des trans, c'est quand même très compliqué de ne pas se rendre compte, ou en tout cas de ne pas poser l'hypothèse, je vais être prudent, qu'en fait, la chimie est l'inducteur,
et que ce qui serait transformateur, c'est en fait l'état de conscience modifié appelé trans, induit par la chimie. C'est-à-dire que dans ce dispositif qui est en train d'exploser actuellement, que l'on redécouvre, etc., la question, elle est importante parce que du coup, si on prend cette hypothèse qui est de dire, en fait, c'est pas la chimie qui fait, la chimie précipite un état de transe et c'est l'état de transe qui est porteur de la transformation, la question, finalement, comment est-ce qu'on va accompagner la personne pour que la personne puisse bénéficier du mieux possible de cette transe chimiquement induite. Et donc, dans cette deuxième catégorie que je citais tout à l'heure des personnes qui vont euh, aller chercher leur identité dans l'exploration des limites, d'un au-delà des limites, de contacter d'autres choses, dans l'idée vraiment de grandir en tant qu'existant, en tant qu'être humain, lorsque ça se transforme en intention thérapeutique, c'est-à-dire de faire de la transe ou d'un état de transe un au-delà, comme dans l'utilisation de ces psychothérapies augmentées, ce qui est intéressant, c'est de se dire à quelles conditions ça change, quoi. À quelles conditions on aide l'individu ou à quelles conditions cet individu est dans une redondance de pratique qui finit par devenir pathologique parce que finalement il ne se construit pas, il est dans une répétition du même, quoi. Donc, c'est des questions qui, pour moi, sont essentielles à la condition de ne pas avoir peur de ce terme de trans. Oui, oui. J'ai été pour la première fois dans un festival techno, qui a lieu chez moi, qui chaque année prend de l'ampleur. C'est un petit village où j'habite, s'appelle Amby et donc nous avons, notre festival avec quand même, 8 000 personnes qui viennent, sur 2 jours. Donc ça devient quelque chose, d'important et donc j'ai pu faire l'expérience sans produit, mais de ce que ça pouvait être, ce type de transe aussi. Alors évidemment, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit des psychédéliques. Et voilà, d'une intention qui peut être là aussi, mais si on n'est pas accompagné, on risque de tourner en rond, hein. C'est-à-dire, moi j'ai toujours cette, métaphore qu'avec plus d'énergie, on peut tourner, plus vite autour d'un tabouret de piano ou alors on peut avancer et faire un marathon et donc la transe, si on n'est pas accompagné, ben, parfois on va juste avoir plus d'énergie, enfin, psychique ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour tourner au autour du tabouret de piano. Oui, et puis et d'être accompagné aussi. Comment? Moi, je sais que j'ai eu une expérience personnelle qui n'a pas été bonne avec le recul, qui n'a pas été dramatique au moment où elle s'est passée du tout, mais qui a pas été bonne. C'est-à-dire que voilà, dans un cadre en fait de psychothérapie un peu sauvage, en tout cas proposant ça de façon un petit peu sauvage. Euh, En fait, la personne a probablement pas tout à fait saisi les éléments qui auraient permis de m'accompagner un peu autrement. Et je sais il m'en est vraiment resté quelque chose que j'ai dû ensuite retravailler autrement. Et donc, du coup, et la personne avait été, enfin, faisait ça depuis longtemps, elle accompagnait certainement très bien d'autres personnes. Là, il se trouve que me concernant en tout cas, le contexte et le cadre étaient pas propices en fait à ce que réellement il se passe quelque chose, en tout cas de maturant me concernant. Et donc, effectivement, c'est à la fois la dimension de la relation et là aussi c'est la relation comment. C'est-à-dire que c'est pas la même parole, c'est pas la même présence qu'en psychothérapie classique, c'est pas. Et donc du coup, comment est-ce que l'on manie ça? Mais ce qui est assez formidable, c'est que finalement, y compris dans les pays dans lesquels maintenant c'est je peux dire démocratisé parce que ça reste c'est pas non plus du commun, mais en tout cas où c'est légalement possible de pouvoir le pratiquer, en fait, c'est les mêmes produits et parfois même à un niveau bien plus faible qu'on peut utiliser, par exemple, dans les rave parties ou dans d'autres circonstances, quoi. Et c'est ça qui est aussi, que je trouve assez formidable, quoi. C'est-à-dire que il s'agit pas d'utiliser des produits à des doses pas possibles pour avoir la dimension psychothérapeutique. Il s'agit de mettre en place un dispositif. Et c'est effectivement ce dispositif avec la relation, voilà, pensée, etc., qui va permettre que quelque chose se passe. Et là aussi, le produit va avoir bien sûr son intérêt, mais essentiellement comme inducteur a priori. Il reste encore à prouver jusqu'au bout. Oui, parce que là, tu parles d'une expérience négative et c'est effectivement celle-là dont on parle le plus, mais moi, j'ai envie de parler aussi des expériences positives. Si on n'est pas bien accompagné pour une expérience positive, alors c'est chouette, on garde un bon souvenir, mais c'est juste un bon souvenir, c'est-à-dire que ça ne va pas faire évoluer à, qui on est et donc voilà, on parle souvent d'expériences négatives, mais je pense qu'une expérience positive pas bien accompagnée, ben, finit par tomber à l'eau et ne pas être utilisée à bon escient pour une évolution. Oui, oui, tu as d'autant plus raison que on est en train, à mon sens en tout cas, de parler de choses qui sont
paradoxalement non spécifique, en fait, de l'utilisation de la transe. La transe, c'est une disposition particulière, et notamment dans le champ des études sur l'alliance thérapeutique que tu connais également très bien. Donc, c'est effectivement l'un des facteurs qui a été le plus étudié pour voir un peu comment les personnes changeaient. Il y a l'une des dimensions quand même qui a été montrée dans l'alliance thérapeutique, c'est que pour qu'une alliance fonctionne, il faut précisément, comme tu es en train de le dire, qu'on ne soit pas dans une sorte comme ça d'expérience positive qui ronronne et tout le monde est tranquille, parce qu'effectivement, il n'en reste pas grand-chose à la fin, et que comme l'apprend Safran et Moran qui ont élaboré ce modèle-là, en fait, il faut qu'il y ait un moment dans lequel bah, ça grippe, ça s'oppose, c'est dans lequel à un moment donné, le patient précisément soit amené à casser le modèle, plus ou moins naturellement, plus ou moins aidé par le thérapeute. Mais c'est en fait quand l'alliance thérapeutique est mise à épreuve que quelque chose va se passer. Et c'est là où je rejoins mon idée de brusquerie tout à l'heure. C'est-à-dire, à un moment donné, le sens commun doit être brisé, mais dans une alliance suffisamment costaud au niveau de la sécurité, qui est un terme ultra important dans toutes les formes d'accompagnement, dans un cadre sécure tout à fait établi. C'est lorsqu'il y a ce quelque chose qui se brise qu'alors le changement va être possible. Effectivement, quand un accompagnement est voilà, ronronne, etc., le thérapeute, il est glorifié dans son narcissisme, que tout se passe bien et de combien est-ce qu'il est bon par rapport à ses patients. Mais effectivement, j'allais dire, un bon thérapeute est plutôt celui qui accepte d'être à la place du mauvais thérapeute temporairement et d'accompagner le patient dans cette expérience où quelque chose se brise pour que la personne puisse découvrir ou redécouvrir les ressources qui lui permettent de voir les choses autrement et parfois de se voir autrement. Et ça, c'est vrai pour la transe, c'est vrai en dehors de la transe, mais je fais partie des gens qui considèrent que bah, c'est avec la transe que les choses sont les plus pures, les plus marquantes, et dans lesquelles également bah, les choses vont plus vite, c'est-à-dire dans lesquelles la brusquerie est la plus corporellement, sensoriellement appréhendable, et donc le changement survient assez rapidement. Alors on parle, de transe, mais comment savoir si on est en transe? Alors si je prends le modèle thérapeutique qui est le mien en hypnose, parfois les gens disent: «Mais je ne sais pas si j'étais en transe ou je n'étais pas en transe ou j'étais en transe». Finalement, quels sont les éléments qui peuvent, nous indiquer si une personne enfin si on est en transe ou pas? Mm. Là, je suis dans ce que je propose, c'est un modèle qui est pour le coup différent des modèles classiques que l'on rencontre, en tout cas dans le champ des recherches scientifiques. Dans le champ des recherches scientifiques, actuellement, on va considérer que certaines pratiques sont des pratiques de transe et pas d'autres. Autrement dit, pour rester sur l'hypnose qu'on connaît bien, toi et moi, en fait, l'hypnose produit de la transe et donc la personne serait toujours en transe. Il y aurait des pratiques qui ne joueraient pas sur la transe et donc la personne ne peut pas être en transe. Dans le modèle en fait scientifique actuel, dominant dans ce champ-là, la transe est plus vue au travers d'un modèle voilà, qu'autre chose. Pour ma part, c'est pas comme ça que je le vois, et pour ma part, je considère en fait qu'il y a des patients qui sont en transe en hypnose, et il y a des patients qui font de l'hypnose sans être en transe. Ça ne veut pas dire forcément que ça va se passer moins bien pour les seconds que pour les premiers, mais ce n'est pas la méthode qui met en transe, c'est en fait ce que fait la personne d'un dispositif qui lui est proposé avec une personne qui va l'accompagner, et c'est l'ensemble de tout ça qui va faire que elle va consentir à ce que quelque chose se passe. Je mets de côté les trans spontanées, mais en tout cas les trans qu'on appelle provoquées, il faut quand même que la personne consente à ce qu'il se passe quelque chose, sinon il ne va pas se passer grand-chose. Comment est-ce qu'elle le ressent? Pour moi, alors, dans le livre, je crois que c'est en conclusion, je pose la question, y a-t-il un profil robot, en fait, de la personne en transe? Et puis, j'ai repris tous les signes cliniques que l'on a généralement lorsque l'on parle en transe. Mais, donc, je vais pas les refaire là, mais globalement, pour moi, quelqu'un qui a été en transe, parce que c'est pas sur le moment qu'on peut se le dire, la conscience est absente dans ce moment-là, ou en tout cas, la conscience raisonnée n'est pas là à ce moment-là. On s'absente, voilà, la conscience s'absente de ce qui est en train de se passer. Euh, Ce qui est d'ailleurs là, enfin bon, on parlera tout à l'heure peut-être de quelque chose qui s'absente et qui prend possession d'eux, mais en tout cas, voilà, quelque chose s'absente. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire après? C'est lorsque la personne a l'impression que ce n'est pas tout à fait elle qui a vécu ce qu'elle vient de vivre, c'est-à-dire le sentiment, en fait, de dépersonnalisation ou déréalisation, c'est-à-dire sentiment d'étrangeté, de bizarrerie. Est-ce que c'est réellement moi qui ai vécu ça? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette réalité qui s'est imposée à moi? Qu'est-ce qui fait que dans mon corps, j'ai senti des choses qui n'étaient pas censées être là?
qui peuvent être tout à fait positifs, comme le soulagement de quelque chose, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que des visions ou des hallucinations qui ont pu être présentes, qu'est-ce qui fait que telle personne qui est décédée m'a murmuré quelque chose au creux de l'oreille? Pour moi, quelqu'un qui était en transe, c'est quelqu'un qui après, paradoxalement, n'est peut-être pas tout à fait convaincu qu'elle a été en transe, mais qui se dit, waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ce moment-là, où il s'est passé des choses qui n'étaient pas attendues? Est-ce que c'est réellement moi qui ai vécu quelque chose, ou est-ce que ce n'est pas un peu le thérapeute qui m'a illusionné sur des choses que j'ai pu vivre? Et je trouve que ce vécu-là, il est vraiment très, très typique des phénomènes de transe. Quelqu'un qui est convaincu qu'il est parti en transe, je dis pas qu'il l'a pas été, mais pour moi, c'est pas le profil immédiat de quelqu'un voilà, qui a été en transe. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un manque d'habitude, quoi, et d'un sentiment de bizarrerie dans le vécu qui soit là. Mais tu parlais d'absence-possession, on peut quand même peut-être en dire un mot parce que c'est vrai que dans les cultures traditionnelles dans lesquelles, j'ai travaillé, bien, c'est les esprits, parfois les esprits de l'ancêtre, qui vont Hum, prendre possession d'eux pendant que la personne est en transe. Nous, on a aussi cette idée qu'on est plutôt dans une conscience élargie, c'est-à-dire qu'on quitterait cette conscience analytique. Effectivement, c'est plutôt en méta qu'on va se dire qu'on a été en transe, dans la réflexion après coup. Et on serait plutôt dans l'idée qu'on accède à cette grande conscience, une conscience qui nous échappe, parce qu'elle serait contrôlée par notre cerveau et quand, notre cerveau fonctionne différemment, on aurait, plus accès à cette conscience. Toi, comment tu te situes entre possession, absence, reconnexion à quelque chose? Pour la première distinction, bah, je trouve que ce que dit Toby Nathan est très éclairant, c'est-à-dire que quand on discute avec lui à propos des phénomènes de transe, il dit globalement, il y a deux possibilités. La première, c'est celle que je viens de citer, c'est-à-dire quand la conscience ou l'individu s'absente à lui-même. La deuxième, c'est quand autre chose est convoquée, c'est-à-dire autre chose prend la place d'eux, et de la personne en particulier, ce qui est donc la définition de la possession. Et soit je trouve que c'est assez juste parce que ça engage, je ne vais pas être trop technique derrière, mais vers deux mouvements thérapeutiques qui sont l'exorcisme et l'adorcisme, et que dans nos pratiques thérapeutiques, en fait, on fait beaucoup d'adorcisme, c'est-à-dire globalement, nos pratiques thérapeutiques, nos façons en fait de cultiver la transe et de la manier à viser de vécu ou thérapeutique, c'est de dire bah on va organiser un moment dans lequel la personne s'absente et puis on va faire appel à l'autre ou à des choses en fait qui peuvent être perçues autour de soi, qui peuvent être d'ailleurs la figure du thérapeute, pour que quelque chose soit convoqué et vienne nourrir l'individu. Ce qui est différent de la possession pure, dans laquelle finalement quelque chose vient prendre possession de l'individu, il est éjecté de son propre corps et de sa propre histoire. Et donc, si on veut être thérapeutique, il faut faire un exorcisme, c'est-à-dire il faut chasser ce qui est venu prendre la place de l'autre à l'extérieur. Ces deux mouvements thérapeutiques qui sont différents. Nous, on fait beaucoup en fait d'absentéisme, de mise en absence et d'adorcisme dans nos pratiques. Et voilà, je trouve que ça correspond bien à nos cultures. Là, pour le coup, il y a une différence culturelle qui est assez majeure. Et donc, dans notre culture à nous, voilà, on est plutôt sur la première partie. Il faut savoir entendre la deuxième. Et donc, dans la lignée aussi de Toby Nathan, moi, ça fait partie des gens qui m'ont beaucoup influencé, hein. C'est un maître pour moi. Et j'en rigole généralement avec lui en disant, t'es un vrai maître pour moi, c'est-à-dire que je m'opposerai toujours à ce que tu dis, mais en vrai, je suis d'accord. Et c'est comme ça, c'est sa définition du maître, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'aller à la castagne, quoi, au niveau des idées, parce que d'ailleurs, on se forge, quoi. On se forge vraiment. Et Toby, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très grand et qui a vraiment beaucoup compris de choses là-dessus. Et donc, je trouve qu'effectivement, comme lui le fait, si jamais on repère qu'il y a quelque chose de l'ordre plutôt de la possession avec quelque chose qui se voudrait être de l'ordre de l'exorcisme, il faut pouvoir l'entendre et se poser la question de quel dispositif, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ailleurs? Et souvent, la réponse est ailleurs en ce qui me concerne. Je vais pas faire des exorcismes à l'hôpital, même s'il m'est arrivé de me rapprocher de ce dispositif thérapeutique. En même temps, c'est clair que ce serait compliqué d'en faire tout le temps. Donc, il faut pouvoir l'entendre, mais on est beaucoup plus sur le première modalité thérapeutique nous concernant. Sur la troisième dimension, c'est-à-dire se reconnecter à quelque chose,
C'est là où, pour ma part, en fait, je fais intervenir le champ des croyances. Croyance ne veut pas dire que je dévalue ce qui est présent, ça veut juste dire que je fais avec les convictions de la personne à ce moment-là. Et je suis dans une perspective voilà, pour ma part, je trouve très scientifique et que n'importe qui peut avoir. C'est-à-dire, c'est le fait de dire, bah, le doute permet d'avancer. C'est-à-dire, je ne saurais jamais si la conviction de l'autre est quelque chose de réel ou pas, où je peux, à ce moment-là, forger ma propre croyance, mais dans les faits, je ne peux pas dire avec une absolue certitude ce que me dit l'autre est la réalité ou pas. Donc, je suis dans un doute, mais un doute qui va être fécond, c'est-à-dire, puisque je doute, je n'ai pas non plus la vérité, et donc je choisis d'accompagner la vérité telle que l'autre, il est en train de me la dire, de ce qu'il vit et de ce qu'il en fait. Et dans une perspective thérapeutique, me semble-t-il, mais ma position est loin d'être isolée, on ne peut travailler qu'avec ce que nous amène l'autre et ce que l'autre fait de l'expérience qui est en train de se déployer pour elle ou pour lui. Et donc, sur le troisième versant, c'est-à-dire la reconnexion, bah, je travaille avec ça lorsque les personnes me l'amènent. Je suis dans une position qui est une position voilà, de doute fécond. Il faut pas que l'autre me demande d'y adhérer parce que si j'y adhère, je perdrai de ma capacité thérapeutique à mon sens. C'est-à-dire, je perdrai de cette distance qui permet justement entre elle et moi, lui et moi, de pouvoir créer quelque chose parce que finalement, c'est de l'incertitude, on ne sait pas bien. Mais donc, parce qu'on ne sait pas bien, qu'est-ce que ça vous a fait et qu'est-ce que l'on peut faire de ça? Comment est-ce que l'on peut à partir de ça, faire quelque chose pour vous. Alors j'ai vécu moi une très, très belle, expérience de transe spontanée. J'étais partie, seule, j'avais loué une petite maison sur la côte est au Groenland, donc c'est le désert là-bas, hein, donc évidemment je suis partie en plein hiver, sinon c'est pas drôle et donc j'étais assez haut sur la falaise et je suis montée encore plus haut avec mes raquettes, et là, je suis arrivée vraiment au-dessus parce que c'est très escarpé et donc avec le fjord en bas et c'était tellement beau que j'ai dû détourner la tête et je me suis sentie pas bien, hein, donc j'ai dû m'asseoir, dans la neige et c'est que petit à petit que j'ai pu regarder tellement c'était beau, hein, donc c'est le syndrome de Stendhal, je ne savais pas que ça existait. C'est à ce moment-là qu'on m'a expliqué, quand je suis revenue, chez nous en Europe, qu'on m'a expliqué ce que c'était. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir vivre, une transe induite, comme on le fait en thérapie? Qu'est-ce qu'il faut pour, qu'une transe induise d'elle-même comme ce que j'ai vécu? Je n'ai pas la réponse, et même probablement que c'est l'absence de réponse qui permet ça. Et euh, les intentions sont utiles, c'est-à-dire quand on commence quelque chose, et ça peut être une journée, pas forcément un dispositif thérapeutique, de se dire, tiens, je me mets comme intention de vivre ça. J'aimerais bien aujourd'hui vivre bah, quelque chose de tel autre, et puis je laisse faire. Les intentions sont nécessaires, mais en fait, les intentions ne font pas basculer les expériences. Pour faire le lien avec ta question d'avant, moi, actuellement, je suis accompagné par une thérapeute absolument formidable, mais comme j'en ai pas discuté avec elle, je donnerai pas son nom sans qu'elle m'y ait autorisé. Mais vraiment, c'est une très très bonne thérapeute en respiration holotropique et vraiment, c'est quelque chose avec elle, qui m'apporte énormément. Quand je dis apporter, qui vraiment me transforme beaucoup, beaucoup, cette pratique-là. Je vis probablement à chaque séance avec elle de respiration holotropique une expérience qui est toujours différente des précédentes. Mais je n'ai jamais eu ce que Groff décrivait, ce que d'autres praticiens de respiration décrivent également, c'est-à-dire cette connexion avec, ça n'a jamais été ça pour moi. Et, et je trouve que la beauté de la transe, elle est effectivement là, c'est-à-dire on commence de la respiration également par une intention et en fait, c'est très rare quand cette intention est vraiment ce qui va guider les choses. Et donc, c'est très compliqué de répondre à ta question parce que finalement, il y a quelque chose qui ne peut pas être tout à fait décidé, sinon la brusquerie n'est pas possible. Si je m'attends à vivre quelque chose, je peux difficilement me retrouver délogé de ce que je suis en train de vivre. Et il faut quand même qu'il y ait un élément de surprise, en fait, qui soit présent. Par contre, pour pas échapper totalement à ta question, c'est clair que la notion de laisser aller, elle est tout à fait fondamentale. Enfin, toutes les cultures le signalent, etc. C'est-à-dire, c'est pas juste j'accepte de vivre tout ce que j'ai envie de vivre, c'est pas du tout ça. C'est à un moment donné vraiment de laisser son corps ne plus être qu'un élément de l'expérience, aussi banal et insignifiant
faire appel à Roustan que n'importe quel autre élément du contexte et de se laisser complètement traverser par l'expérience qui est présente. Donc ça, on retrouve effectivement cette dimension-là. Il faut une capacité également d'ouverture, certainement, de la personne, c'est-à-dire il faut que la personne, alors c'est compliqué de le formuler comme ça, mais soit disposée ou soit disponible pour vivre quelque chose à ce moment-là de sa vie pour que ça puisse advenir. La notion de consentement dont je parlais tout à l'heure, elle me paraît vraiment fondamentale. C'est pas juste pour être dans l'air du temps et pour parler de consentement. C'est que vraiment, dans les différentes rencontres, les expériences que j'ai pu faire, dans celles que les autres me racontent, spontanées ou pas spontanées, il y a quand même cette histoire de consentement. Si la personne ne consent pas à vivre quelque chose, si elle n'est pas en disposition de vivre quelque chose, il peut se passer quoi que l'on puisse imaginer, il ne se passera jamais rien. Donc, il y a quand même quelques éléments. C'est cette capacité de la personne à laisser aller, cette disponibilité à un moment donné pour que quelque chose se passe à ce moment-là de sa vie. C'est certainement vrai pour nos patients également. Donc, il y a quelques critères comme ça qui sont présents. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui fait que l'architecture mène à l'expérience dont tu parlais? Je pense que c'est compliqué d'y répondre. Et pour ma part, je pense qu'elle serait, si on le savait, ça serait antinomique même de la définition de trans. La brusquerie ne serait pas possible, quoi. L'habitude modifie des choses. Enfin, les grands méditants évidemment ont l'habitude de la transe. Les gens comme ça, les Ericksoniens bien sûr, hein, Erickson disait finalement ce qui change, c'est la répétition, quoi. C'est pas le fait que la personne vive un moment de transe hypnotique, c'est la répétition de la transe hypnotique qui va faire que. Mais il y a quand même une candeur en fait qui se perd. C'est-à-dire que dans le dispositif thérapeutique, il faut qu'il y ait un moment inaugural et l'entretien du moment inaugural par autre chose, c'est-à-dire que ça devienne autre chose par la répétition. Mais le moment inaugural, à quel moment tout d'un coup voilà, on est bousculé dans notre sens commun, ça c'est compliqué quand même de pouvoir donner un schéma particulier. Quel lien tu fais entre, la transe et la psychopathologie? J'ai pas encore abordé directement ça avec mes collègues parce que ce serait pour le coup m'ouvrir une zone de conflit supplémentaire. Je le fais néanmoins dans le bouquin avec un chapitre sur la psychopathologie, en amenant quand même quelques idées. La psychopathologie, elle est nécessaire. Penser la psychothérapie, c'est avoir quand même des bases psychopathologiques qui permettent de penser l'autre. Mais il ne faut pas confondre la psychopathologie avec la vérité. La psychopathologie, c'est une lecture à un moment donné de la réalité du comportement, d'une façon d'être de la personne qui va être là. Donc elle est nécessaire dans notre culture pour procéder. Et en même temps, la psychopathologie n'est pas la vérité des choses. Et il est vrai que, notamment chez les schizophrènes, quand on regarde un peu les choses, on se dit, bah, ça serait compliqué quand même de ne pas voir que dans la schizophrénie, il y a des moments de transe. Et d'ailleurs, les gens qui ont l'habitude de la psychiatrie le décrivent très bien, quoi. C'est-à-dire ces grands schizophrènes qui savent avant même la personne que la personne va être enceinte, par exemple. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend dans tous les services de psychiatrie, des histoires, des histoires comme ça, c'est-à-dire des fulgurances tout d'un coup de certains patients par rapport à ça. Il y a bien sûr le mouvement des entendeurs de voix, hein, c'est-à-dire des personnes qui, il y a 30 ans, ont été toutes diagnostiquées schizophrènes parce elles avaient des hallucinations auditives et pour lesquelles on s'est dit, ah mais non, mais en fait, il peut y avoir des hallucinations auditives sans pour autant que la personne soit dans une psychopathologie. Donc, Et on peut avoir des entendeurs de voix qui sont, aussi psychotiques, ah, c'est-à-dire qu'ils totalement, peuvent bien sûr. absolument délirer, à certains moments et entendre des voix qui disent des choses, tout à fait pertinentes à d'autres moments. Oui, 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 absolument. C'est très important voilà. Et effectivement, de repréciser ça aussi. Le fait d'avoir une capacité quelque part ne veut pas dire que par ailleurs, il n'y a pas une difficulté que l'on a pour avancer dans l'existence. Tout à fait. Et donc, effectivement, l'étape d'après, c'est de discuter de tout ça. Un exemple très concret par rapport à ça, et là je pars vraiment devant une experte bien meilleure que moi là-dessus, c'est la question la question du stress post-traumatique, du psychotrauma. C'est-à-dire que il y a une frange des spécialistes du psychotrauma qui considèrent que la dissociation, c'est forcément traumatique. Et moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Pour moi, la dissociation, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'être humain, à certains moments de son existence, à fonctionner par partie, c'est-à-dire il y a une partie qui tout d'un coup prend le devant de la scène, pour moi, c'est une disposition, une capacité naturelle de l'individu. Et il se trouve dans certains contextes de vie que cette capacité-là va commencer à être débordée et que finalement, elle est là comme
une roue, mais elle n'a pas toutes les dents qui permettent de pouvoir engager quoi, complètement le mécanisme qui permet à la personne de pouvoir s'adapter. Mais pour moi, c'est une compétence qui est une compétence première. Dans le livre également, il y a deux chapitres dans lesquels, un chapitre que j'ai écrit, l'autre avec une de mes doctorantes, dans lesquels on montre que finalement, la transe est une capacité qui apparaît dès le nourrisson. Et on fait comme ça toute l'évolution de l'être humain en montrant qu'en fait, c'est une capacité dont on a besoin pour devenir un être humain, en fait, la transe. Et donc, pour moi, effectivement, pas toute la psychopathologie, mais il y a probablement une dimension de la psychopathologie que l'on fait basculer un peu trop rapidement du trouble, alors que, bah, en fait, c'est une capacité naturelle qui ne demande euh, qu'à être entraîné ou qu'à être retrouvé. D'ailleurs, je citais Yvonne Delanne dit d'ailleurs, hein, c'est effectivement dans le trauma, il y a une espèce d'état hypnotique dans ces dissociations et on va juste utiliser l'hypnose pour réutiliser ce même état d'une façon plus positive et plus créative pour le patient, hein. Oui, oui, absolument. Et on va être effectivement dans une mesure, alors le terme n'est pas beau, mais c'est une mesure correctrice, c'est-à-dire réapprendre à l'autre à en fait rejouer de quelque chose qu'il possède, mais effectivement autrement. Et donc la psychopathologie, elle est importante, mais elle est effectivement à repenser, c'est-à-dire à venir se réenrichir à partir de cette dimension-là. Moi, je pense qu'on y arrive doucement. Je pense que notamment des mouvements comme la psychologie positive, en fait, y contribuent. C'est le fait de finalement réfléchir à quelles sont les ressources que possède la personne. L'une des ressources, c'est la spiritualité, hein, dans la psychologie positive. Voilà, on a cette dimension-là. Et donc, évidemment, est tout à fait adossée à la notion de trans également. Donc, je trouve qu'avec notamment des mouvements comme la psychologie positive, on voit que les choses changent peu à peu et que l'individu pathologique est d'abord un individu normal et comment finalement un individu normal qui trébuche, on peut lui permettre de reprendre tout d'un coup la marge de quelque chose en utilisant simplement ou en lui proposant en tout cas de s'adosser simplement sur ce qu'il est. Alors, il y a des psychopathologies lourdes, hein, je ne suis pas en train de dire tout est simple avec la trans, il y a des psychopathologies qui sont absolument lourdes, qui demandent vraiment des prises en charge qui sont tout à fait expertes. Voilà, je ne suis pas du tout en train de banaliser la psychopathologie, mais en tout cas, le réflexe de la psychopathologie doit certainement, dans certains cas, être modulé. Et la connaissance que l'on a des états de transe comme étant un dispositif, ou plutôt une compétence personnelle, doit sans doute aussi venir permettre d'illustrer autrement ce que l'on appelle la psychopathologie et de trouver des ressources supplémentaires pour que la personne puisse aller mieux. On a parlé de psychose et de trauma. Est-ce qu'il y a une forme de transe dans toutes les pathologies psy, à ton avis? Je pense pas dans toutes. C'est une question que s'est posée déjà Zeg et Jerry. Fin des années 80, si ma mémoire est bonne, ils avaient déjà écrit un texte là-dessus dans le champ de l'hypnose en disant finalement, est-ce que toute la psychopathologie est réductible à l'hypnose? Alors, tu sais évidemment que dans les Ericksoniens ont pendant très longtemps confondu la transe et la transe hypnotique, hein, pour des très bonnes raisons. Enfin, je veux dire, quand Erickson a œuvré, la méditation ne connaissait pas, les Amérindiens continuaient à être d'exotiques, etc. Donc, il y a une confusion entre transe et transhypnotique. Donc, années 80, on était encore dans une confusion entre les deux. Et donc, quand il parle d'hypnose, il faut entendre trans. Et donc, c'est quelque chose comme ça qui est présent dans le domaine de la trans depuis très longtemps. Je ne suis pas encore de plein pied dans ces travaux-là. Je suis en train d'installer ce qui me semble être vraiment les fondements pour pouvoir y aller. Mais mon étape d'après, ma vision, elle est déjà effectivement là-dessus. Ça me semble tout à fait importante. A priori, je vais plutôt partir sur l'hypothèse à tester qui va être que toute la psychopathologie, en fait, ne répond pas à la question de la transe. Je pense que la question de la transe, elle est présente dans certaines formes de psychopathologie, je le disais tout à l'heure, soit comme ressource, soit comme redéfinition de tableaux cliniques qui sont présents, mais tout ne correspond pas à cette dimension-là. Par contre, évidemment, je vais considérer que quelle que soit la psychopathologie, la transe à visée thérapeutique peut les aider. Mais je pense que tous les troubles n'y répondent pas forcément. J'ai cette discussion notamment avec les personnes qui font le DU Trans et assez régulièrement, quasiment toutes les promos, il y a une personne qui souhaite faire son mémoire de fin d'études sur trans et autisme. Et moi, j'y connais pas grand-chose en fait à l'autisme. Ça n'a pas été une clinique que j'ai eue. J'ai des patients bien sûr qui ont des profils autistiques parce que c'est dans la population générale. Donc, mais je suis pas du tout un spécialiste de ça. Il me semble quand même quand j'en discute avec ces personnes qui sont beaucoup plus expertes que moi,
qu'il semble y avoir quand même des profils autistiques dans lesquels, oui, la question de la transe est présente, et par contre, certains, pas du tout, quoi. On est vraiment dans autre chose, c'est-à-dire ce qu'elle me décrit vraiment du comportement, de la façon de penser, de la façon de on est dans un vrai fonctionnement intellectuel dans lequel, enfin intellectuel, non, pardon, psychologique, dans lequel la personne, voilà, n'est pas en état de transe quand il y a quelque chose de l'ordre d'une façon d'être à la réalité qui s'exprime simplement, quoi. Là, pour le coup, ça serait a priori, selon moi, tomber dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire finalement de la transe quelque chose qui soit la norme. La transe permettrait la normalité, avoir accès à la transe quand on veut, comme on le souhaite, serait la normalité, etc. Il y a un rapport à la réalité qui peut être variable selon les individus. La transe peut y prendre place d'une certaine façon. Moi, je suis plutôt dans l'idée que toutes les formes, en tout cas de rapport à l'existence, quand on parle de psychopathologie, c'est ça, de rapport à l'existence, en fait, ne correspondent pas forcément à quelque chose de l'ordre de la transe. Par contre, effectivement, je pense que toutes les trans, enfin plutôt les modalités de transe peuvent venir aider tous les rapports à l'existence, quoi. Et est-ce qu'avoir des difficultés psychologiques n'est quand même pas une porte pour la transe? Puisqu'on a parlé de brusquerie, on a parlé, d'intention. Bon, on a plus d'intention, d'évoluer ou d'aller mieux que quand on va bien déjà. Donc est-ce que, il y a, des facteurs qui peuvent favoriser cette, entrée dans des états, de transe? Là aussi, je n'aurais pas de réponse définitive. Avant de pratiquer pleinement les trans et les trans hypnotiques en particulier, moi je viens des thérapies humanistes et existentielles. Pas immédiatement Maslow avec justement toute cette dimension de spiritualité, etc. C'était pas ma première ligne, j'allais dire. Et en fait, je trouverais un peu facile de dire, bah, je l'entendais pas parce que je faisais pas de transe ou que j'avais pas plongé complètement dans Maslow pour comprendre ces dimensions-là. Je pense que je le voyais, enfin, je le voyais pas et c'était probablement pas là à ce moment-là parce que bah, les suivis fonctionnaient pas mal, quoi. C'est-à-dire qu'il me semble que quand on ne voit pas quelque chose et la chose n'est pas présente en face de soi, ça ripe. Enfin, le thérapeute sent qu'il y a quelque chose qui ne passe pas et que ça n'avance pas. Et donc, du coup, il faut certainement pouvoir entendre, on entend finalement le discours de l'autre en fonction aussi de qui l'on est, et qu'à partir du moment où effectivement on a ce filtre trans, on va avoir tendance finalement à voir de façon proéminente ça, mais comme j'ai pas commencé par là, et que malgré tout j'avais quelques suivis qui se passaient bien, je me dis qu'effectivement certainement que ça devait pas être là, quoi, et que si ça avait été si important pour certains, ça aurait ripé, enfin ça aurait pas fonctionné. Puis il y a des patients pour lesquels évidemment on était en situation insatisfaisante dans les résultats, donc on a fait au mieux dans ces cas-là, quoi. Alors peut-être que pour cela c'était ce qui était présent que j'avais pas su voir à l'époque, ça c'est possible. Hmm. Jusqu'où ça peut aller les perceptions en transe? Est-ce que est-ce qu'on est quand même beaucoup dans la recherche aussi de l'extraordinaire? Aujourd'hui, j'avais une discussion avec, quelqu'un il y a quelques jours où on disait: «Mais en fait, on ne parvient plus à s'émouvoir de l'ordinaire, hein, il nous faut de l'extraordinaire». Moi, est-ce que peut-être ça participe aussi d'ailleurs, hein, tout ce mouvement psychédélique à ça? Qu'est-ce que toi, tu en penses et jusqu'où ça peut aller ces perceptions? Non, moi j'adhère totalement à ce discours-là. Je suis très frappé par la fuite de notre réalité partout. La façon dont on cherche absolument à fuir. Il y a deux mouvements. Il y a celui-ci, c'est-à-dire de trouver absolument l'extraordinaire plutôt que d'essayer de vivre de l'ordinaire qui peut être tellement enrichissant pour soi. Et la deuxième, c'est je suis frappé quand même que pour reprendre l'expression de quelqu'un avec qui j'en discutais, la moitié de l'humanité veuille absolument soigner l'autre moitié de l'humanité. Maintenant, on est thérapeute ou patient. Enfin, c'est hallucinant. Voilà, c'est une moitié de l'humanité qui se veut thérapeute pour soigner l'autre moitié. C'est deux mouvements qui, sans doute, d'ailleurs, ont des lignes communes, hein, mais je suis vraiment très, très, très surpris par ça. Pour ma part, j'ai vraiment une passion. Il y a quelque chose de sacré en fait dans mon rapport à l'être humain. Sacré dans le sens, il y a quelque chose qui m'éblouit, qui me fascine, et il y a quelque chose qui me fait peur. C'est-à-dire quelque chose de très grand dont je sens la puissance, quoi, la puissance du vivant au travers de chaque être humain. Et je trouve que déjà prendre acte de ça, c'est-à-dire de la puissance de l'être humain, d'exister simplement,
d'être là simplement, je trouve que c'est déjà pour moi quelque chose qui est déjà tellement débordant, qui est de l'ordre d'un impensé. C'est qu'il y a il y a une dimension qui peut pas être pensée, qui peut pas, que le merveilleux, il est là déjà dans notre simple existence, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'en respiration holotropique, j'arrive pas à aller au-delà et de trouver autre chose. C'est que je suis tellement fasciné déjà par le fait d'être en vie, être là en vie, de ce qu'est être un être humain, je vais dire des platitudes, je vais essayer non plus de ne pas partir dans le pathos, dans ce que c'est que ce côté à la fois misérable et glorieux qu'est l'être humain à la fois quand on a des patients en face de soi, cette ambiguïté, ils ont l'impression de vivre quelque chose que personne d'autre n'est en train de vivre. Et nous, on sait bien que oui, puisqu'on reçoit plein de gens en fait qui vivent exactement la même chose. Donc il y a même dans la souffrance, il y a ces fils rouges qui existent. Il y a un tissage en fait de l'humanité que je trouve totalement fascinant. Et donc, du coup, ma position à moi, elle est plutôt de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire il peut y avoir d'autres perceptions et il y a probablement un infini des perceptions que peut autoriser les trans. Mais pour moi, l'infini, il est d'abord dans cette infinitésimale que l'on appelle l'être humain, quoi. Et vraiment, je suis au début, j'arriverai pas à répondre à toutes mes questions, évidemment. Mais il y a des choses voilà, il y a des choses qui, je trouve, sont parfois des pièges. Et notamment, euh, le fait, par exemple, il y a un collègue qui n'est pas du tout dans le champ de la psy qui m'avait dit, on écoutait une conférence ensemble sur l'hypnose, et il me disait, c'est incroyable, enfin c'était hypnose et méditation, et il me disait, c'est quand même incroyable tous ces gens qui disent qu'il faut arrêter avec la notion de soi et que le soi n'est pas important et qui n'arrêtent pas de parler d'eux-mêmes à chaque fois qu'ils parlent de soi et du fait qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il y a comme, la lutte contre le fait d'être, c'est-à-dire le je suis. Elle me paraît folle, quoi. Être un être humain, c'est aussi la capacité de pouvoir se définir et de vouloir absolument que son soi soit dissous dans autre chose me paraît quelque chose de très étrange, très très étrange comme façon de penser les choses. De la même façon, le fait de vouloir absolument que la culture qui n'est pas la nôtre soit une culture qui est mieux compris plus que nous, et c'est aussi ne pas vouloir voir que dans notre jardin, on a des choses absolument formidables, et surtout que l'on n'échappe pas à sa culture. C'est-à-dire ce qui nous permet de penser finalement et d'être là où on est, c'est dans cet embrasement culturel qui est le nôtre. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de vouloir échapper à la réalité en cherchant absolument, dont l'utilisation parfois des psychotropes, un ailleurs. Voilà, c'est le fait. Parfois, la culture a cette fonction-là, c'est-à-dire d'idolâtrer des cultures en dehors de la nôtre, en disant, ah, eux, ils ont compris ça depuis des millénaires, machin, etc. C'est d'autres modalités de pensée dont on peut totalement s'enrichir par un dialogue, et chaque culture a ses avantages, ses inconvénients, et c'est dans la rencontre, dans cet entre-deux dont on parlait tout à l'heure pour autre chose, que précisément quelque chose va pouvoir croître et naître. Et donc c'est vraiment moi, l'être humain est fascinant. La fonction de l'être humain par rapport à la vie, cette incarnation de la vie, mais je la trouve déjà impensable, fascinante, effrayante parfois par certains aspects, et donc le reste ne me paraît pas forcément nécessaire, même si beaucoup peuvent y trouver bien sûr des réponses, et que c'est sans doute leur façon à eux de vivre cette incarnation-là, quoi. Mais en tout cas, la notion importante, c'est sans doute le mot que j'ai prononcé tout à l'heure, c'est-à-dire aller se confronter au sacré, c'est-à-dire à quelque chose qui à la fois est fascinant et qui effraie, quelque chose dont on sent la puissance et qui pourrait nous détruire, et où en même temps on sent bien que l'existant, le vivant se situe dans cette direction-là. Et aller se confronter au sacré me paraît être vraiment un challenge probablement très humain, mais en tout cas l'élément commun de beaucoup de formes de trans, je ne peux pas dire toutes, mais de beaucoup de formes de trans. Une question à laquelle tu n'es pas du tout obligé de répondre, mais quand est-ce que pour toi ça a basculé dans ta vie? Quand est-ce que tu as, senti que ce sacré, cette dimension, transcendantale au sens de quelque chose, voilà qui nous dépasse, quand est-ce qu'il est intervenu? Alors, c'est quelque chose qui est très marquant pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question qu'on me pose parfois, qui est de dire, mais finalement, c'était venu comment, cette histoire de trans, dans ta vie à toi, quoi. Et en fait, je n'en sais fichtrement rien. Ce qui m'amuse beaucoup,
c'est quand je me retourne et que je vois ma vie, c'est que je vois qu'il y a un fil rouge. Voilà, avoir organisé des rêves parties, m'être occupé énormément de patients addicts, d'aller du côté de l'hypnose, etc. Donc quand je me retourne, je me dis, punaise, il y a quand même un sacré fil rouge, mais je n'ai pas encore le moment inaugural ou la raison pour laquelle mon combat, il est là. J'en sais pour l'instant rien du tout. Et donc, par rapport à la question que tu me poses, euh, il y a probablement des pierres du petit poussé et il y a un élément marquant dont je parle dans l'introduction du livre. Les pierres du petit poussé, je ne vais pas toutes les donner, mais notamment, j'ai failli mourir 2 fois, les 2 fois par asphyxie et que ce sont des moments qui, à ce moment-là, l'expérience que j'ai faite de ce qui était en train de se passer ont été importants pour moi. Je parle du côté de la peur, hein, je ne vais pas du tout émis, etc. Mais du côté vraiment de cette confrontation à la limite et à la dernière limite a vraiment été quelque chose d'important pour moi. Et vraiment pour aller, donc il y a des pierres comme ça qui me parlent quand je me retourne, enfin, quand je regarde dans le rétroviseur, il y a des pierres comme ça, je me dis, ah ouais, il y a un fil rouge, tu sais pas encore où il est parti, tu connais pas encore la fonction de pourquoi c'est ton combat, mais je vois bien qu'il y a un fil rouge où il y a des pierres là qui ont été présentes, quoi, et je vois dans le rétroviseur, en tout cas j'en vois plus. Et puis il y a eu un moment pour cet au-delà que je raconte dans l'introduction, qui était un voyage en apesanteur que j'ai fait dans un cadre de recherche scientifique. En fait, j'ai remporté en fait un appel à projet scientifique avec le SNES, qui est en fait ce qu'on appelle la NASA française. Donc, c'est Centre national d'études spatiales. Et donc, je suis allé tester l'hypnose en apesanteur. Je vais pas, enfin, je parle pas du tout de voilà, de cette recherche, parce que c'est pas l'intérêt ici, mais à la fin, finalement, de la recherche, qui est une pratique, en fait, en apesanteur, où on fait, en fait, avec un avion, en fait, on fait toute une série de paraboles, donc, qui créent ces conditions de l'apesanteur. Donc, il y a plein de scientifiques. J'étais avec des personnes qui testaient la résistance des métaux, qui testaient une façon d'éteindre le feu en apesanteur. J'étais également avec la patrouille de France qui testait des phénomènes également de visualisation en apesanteur. Enfin bon, et voilà, il y a des scientifiques enfin, de nature très 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 différente. Et en fait, après avoir fait ce que je devais faire par rapport à l'hypnose, il me restait encore quelques paraboles et je me suis dit, bon bah voilà, t'as terminé. Tu attends la fin du vol, quoi. Et puis, donc, je raconte l'expérience dans l'intro du bouquin, puis c'est bientôt apparaître dans une revue scientifique aussi. J'en ai parlé dans un congrès. Et à ce moment-là, en fait, en fait, j'ai une perception tout à fait particulière où les limites de mon corps n'ont plus existé. Il y avait plus ce que j'appelle les personnes oranges, qui étaient la couleur des combinaisons, des personnes qui étaient là pour notre sécurité, qui étaient présentes. J'étais devenu la carlingue de l'avion. Mon corps n'existait plus. J'étais devenu la carlingue et j'ai une perception comme ça complètement élargie. Là, je la fais très brève. Elle a été extrêmement marquante pour moi. Et ce qui était drôle, c'est quand j'en ai parlé en conférence, il y a eu des gens qui sont venus après me voir en me disant, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Et moi, j'ai vécu une EMI. Alors qu'en fait, moi, j'avais pas du tout vécu en fait une EMI. Je sais que c'était pas une EMI, mais j'étais extrêmement choqué par le fait qu'elle puisse se reconnaître dans quelque chose qui pour moi n'était pas une EMI. Et donc je me suis dit, waouh, là il y a quelque chose en fait que j'ai vécu qui probablement a à voir avec Kundali, éveil, on peut l'appeler de plein de façons différentes. C'est-à-dire une expérience qui est une expérience qui transforme. Et évidemment, elle n'était pas attendue. C'était l'élément de brusquerie. Et en séminaire doctoral, lorsque du coup j'ai fait un retour sur cette recherche et que j'ai parlé de ça dans la conclusion dans mon labo, j'ai une doctorante qui m'a posé une question. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu as vécu ça? Et du tac au tac, je lui ai répondu, en fait, je n'ai plus peur de la mort. Et je n'y avais jamais réfléchi. C'est sorti tout seul quand elle m'a posé la question, mais je n'avais plus cette angoisse de mort que j'avais depuis que j'étais tout petit. La mort m'avait quitté, quoi. Et donc cette expérience, en fait, probablement, donc n'est pas la seule, n'est pas avec cette intensité probablement, enfin c'est même sûr, mais probablement que cette expérience, ensuite, m'a donné un niveau de conviction suffisant pour livrer les batailles dont je parlais tout à l'heure. Sur le DU, sur le bouquin qui n'existait pas encore à l'époque, et de me dire, là, faut quand même que tu défendes quelque chose parce que il y a, OK, la parole de ceux avec qui tu travailles, et en même temps, il y a quelque chose que tu as vécu dans ta chair, et il faut aussi que tu puisses défendre, en fait, ce que tu as vécu dans ta chair à ce moment-là.
Et donc, il y a vraiment cette expérience. Et le clou, évidemment, du spectacle, c'est que lorsqu'on est retourné sur le tarmac et que je suis descendu, je me suis rendu compte que le pilote, l'un des trois pilotes, parce qu'il faut trois pilotes dans cet avion, l'un des trois pilotes était Thomas Pesquet. Alors là, pour le coup, quasiment deuxième transe quand je suis tombé nez à nez avec Thomas Pesquet, qui n'était pas annoncé. On a un briefing, évidemment, la veille pour les éléments de sécurité, pour vol, etc. Et ils nous mettent la liste des personnes qui possiblement vont piloter l'avion. Et Thomas Pesquet ne faisait pas partie de cette liste-là pour pas certainement nous émoustiller. Et donc, vraiment, la surprise a été totale. Mais non, je suis tombé nez à nez avec lui en bas. Et donc, en plus d'avoir vécu ça avec Thomas Pesquet aux commandes, c'était une jouissance. Alors, dans l'ouvrage, tu abordes aussi la fonction sociale. Les trans, c'est pas que pour les individus, c'est aussi pour les sociétés, pour les groupes communautaires. Oui, c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel, ça. C'est-à-dire, pour moi, la transe a une dimension sociétale. Alors, elle peut être très simple, on citait tout à l'heure les entendeurs de voix. Les entendeurs de voix, ils font groupe et ils défendent quelque chose qui socialement a fait évoluer la compréhension autour de ces hallucinations auditives. Donc, déjà, la fonction sociale, elle peut être là, c'est-à-dire des groupes qui défendent quelque chose au travers des trans qu'ils vivent et qui vont aménager en fait des processus sociétaux. Mais également, c'est le fait de rappeler que, en fait, il n'existe pas de transe sans soubassement philosophique et parfois éthique. Dans le chamanisme, le chaman, il a une fonction sociale. Il est aussi important que le chef du village, quoi. Et donc, il a une fonction sociale et sociétale qui est présente. C'est celui qui, bien souvent, aussi est porteur de l'histoire des familles, de la communauté. Il représente quelque chose. C'est tellement important que dans certains climats, ils ont même été poursuivis, tués, etc., par les pouvoirs politiques en place. Donc il y a également, c'est le fait de dire, en fait, lorsque les éléments, ou plutôt lorsque les pratiques se structurent au travers de la transe, il y a derrière un système philosophique, c'est-à-dire une certaine compréhension du vivant et un ensemble de valeurs qui sont portées par ça. Et donc, effectivement, lorsque on regarde, par exemple, les mouvements néo-chamaniques actuellement, comme on a en France, alors, voilà, vous pourrez beaucoup en discuter, mais moi je fais partie de ceux pour lesquels la notion de chamanisme en dehors des territoires qui ont vu naître le chamanisme n'a pas vraiment lieu d'être. Par contre, chaque territoire possède bien sûr des personnes qui ont ce lien à la culture. Sur mes terres basques, c'est l'asti, qui est un vieux terme de basque et qui désigne justement, alors on l'a traduit parfois par mage ou sorcier, mais dans la vérité, en fait, dans la vérité, ce sont les personnes qui ont ce rapport aussi à la terre et aux éléments et donc une fonction que l'on dit sous d'autres contrées chamaniques. Donc, moi, je fais partie des gens pour lesquels la notion de néo-chamanisme, en fait, ne parle pas beaucoup, mais prônerait plutôt pour un retour dans la culture de chacun à qu'est-ce qui a construit un territoire. Pour autant, j'y vois évidemment une aspiration des personnes actuellement, dans les crises que l'on rencontre, en fait, à chercher des valeurs, à vouloir également établir d'autres liens à l'écosystème, et pas simplement à l'écosystème, c'est d'autres valeurs également spirituelles. La notion des consciences, telle que tu l'as amenée tout à l'heure, moi, je l'entends très essentiellement dans la question de la spiritualité, retrouver une spiritualité qui nous convienne. Et il faut pas, il faut, pour moi, cette fonction-là sociale des trans, d'abord, elle est inhérente à la transe. Derrière l'hypnose aussi. L'hypnose, c'est même plus de la philosophie, c'est de l'idéologie. Un exemple très simple par rapport à ça. Il faudrait absolument qu'en hypnose, on fasse passer le patient par l'auto-hypnose pour qu'il devienne autonome par rapport aux soins. C'est idéologique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le processus thérapeutique qui oblige tous les patients du monde à devoir absolument être dans une autonomie. Mais par contre, l'hypnose s'est construite avec cette idée du patient responsable, pas coupable, mais responsable de sa santé, peut-être aussi du devenir de sa pathologie, que l'on doit donc responsabiliser par rapport à ça, et dans lequel l'auto-hypnose doit participer, doit nourrir vers l'autonomie parce qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Ce qui est une vision qui est une vision très nord-américaine, correspondant aussi à un système économique derrière. Et voilà, on ne peut pas ignorer ça, on ne peut pas penser les trans en dehors de ça. Et donc, faut pas être naïf par rapport aux trans. C'est pas juste se réunir autour d'un tambour, après l'avoir chauffé dans un coin du feu, vivre un moment sympa pendant 2 jours. Derrière, ce sont des systèmes philosophiques, ce sont des systèmes de croyances, de valeurs. Et la personne, quand elle adhère à quelque chose de l'ordre de la transe, doit aussi pouvoir savoir se poser la question, ben, est-ce que j'adhère aux valeurs en fait que me propose l'encadrant, le thérapeute, etc. Quand il s'agit de trans spontané, c'est de dire ben, qu'est-ce que j'en fais? Ben,
comme mes entendeurs de voix tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que je décide d'en faire ou pas? Et cette dimension du sociétal va se poser. Et puis, il y a évidemment la troisième dimension, il y a l'individuel, il y a le groupe, mais pour moi, il y a aussi la question de la révolution, c'est-à-dire, bah, c'est ce qui se passe dans les stades, c'est ce qui se passe dans les révolutions. L'exemple que je cite régulièrement, mais parce que pour nous Français, il est très parlant, c'est la Révolution française. Il y a des textes magnifiques qui existent d'historiens de la Révolution française et qui montrent quelle est l'influence du magnétisme animal, en fait, sur les idées révolutionnaires. Cette pratique, souvenez-vous, enfin, souvenez-vous pas pour ceux qui l'ont lu, pas qui l'ont vécu, mais souvenez-vous pour ceux qui l'ont lu, cette pratique qui était une pratique dans laquelle on avait une médecine qui pouvait être destinée à tout le monde, là où la médecine était essentiellement bourgeoise et noble, et où en plus n'importe qui pouvait devenir magnétiseur, alors sous couvert de règles évidemment, d'une cooptation, d'avoir soi-même été magnétisé, guéri, etc. Il y avait des règles bien sûr, mais finalement tout le monde pouvait venir magnétiser. Autrement dit, on était dans une pratique qui était une pratique démocratique de la santé. Et donc il y a beaucoup d'historiens en fait qui ont décrypté l'influence du magnétisme sur la Révolution française. C'est pas le seul facteur, mais il a joué. Et donc dans les révolutions, il y a aussi cette dimension de la transe, de la liesse collective qui parfois peut être destructrice, hein. Je ne dis pas du tout qu'elle est forcément créatrice en positive, qui parfois, bien sûr, peut être tout à fait destructrice, mais il y a des trans également collectives en lien avec pas simplement les révolutions individuelles, puisqu'on parlait du thérapeutique, mais les révolutions sociétales, la façon dont une civilisation change à un moment donné. Et il y a quand même peu d'exemples de civilisations qui changent profondément et durablement sans qu'il y ait de crises dans lesquelles les trans sont présentes. Et comme on disait tout à l'heure pour l'individu, bah, au niveau sociétal aussi, une société va changer de système généralement par une révolution qu'on espère la plus pacifique possible, mais il faut quand même qu'il y ait une mise à plat complète des systèmes de valeurs tels qu'elles ont existé, une brusquerie donc, de façon à pouvoir aller vers autre chose et que l'humain puisse bâtir autre chose. Et donc c'est aussi, enfin, c'est la troisième dimension pour moi, associée au trans, c'est la transformation sociétale, en plus de la transformation organisée par certains groupes, et je donnais l'exemple des entendeurs de voix, mais il y a plein d'autres exemples qui pouvaient être donnés, et évidemment du niveau individuel dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent. Tu vois comment, toi, l'avenir de ces trans, de ces pratiques de trans dans notre culture à nous? Puisque pour le moment, tu le dis toi-même, hein, on va beaucoup chercher ailleurs. Mm. On découvre aussi ici, mais on va aussi beaucoup chercher ailleurs. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme avenir pour les pratiques des trans? Ouais, je vais me mettre en transe pour pouvoir le savoir. Je sais pas trop, mais je suis d'une nature plutôt pessimiste. J'ai tendance plutôt à anticiper ce qui pourrait ne pas fonctionner. Ça me donne une forme de sécurité pour explorer. J'ai besoin de ça souvent pour explorer. Donc, je vois en tout cas les limitations. Et une limitation majeure, elle est de dire, donc il y a quelque chose de positif qui de plus en plus de gens en fait vont vers la transe. Je citais de mes difficultés sur l'université qui sont de l'épiphénomène. Voilà. Globalement, dans la civilisation, quand même, la transe est quelque chose qui est en train vraiment de se démocratiser, d'émerger, enfin pas d'émerger, d'être dans une visibilité particulière, d'être pensé, d'être vécu, etc. Donc ça, c'est le point positif. Par contre, effectivement, je trouve que globalement, les gens manquent de doute. C'est quand même très, très, très souvent accompagné par une conviction que ce que l'on a vécu est la réalité, c'est la loi, c'est comme ça, c'est le chemin. Ce que j'ai vécu, c'est ce que doivent vivre la plupart des gens. Ces niveaux de conscience que j'ai explorés, c'est en fait l'après qui se passe comme ça. Enfin, et ça, pour le coup, je me dis, c'est quand même un sacré facteur pour trébucher, ça. C'est-à-dire de ne pas laisser la place, en fait, au doute et laissons la place à l'émerveillement avant tout. C'est-à-dire, lorsque l'on vit des moments de transe, d'être simplement émerveillé et de laisser cet émerveillement venir euh, euh, je le geste, j'ai pas le mot, mais venir en tout cas nourrir, nourrir ce qui peut être là dans nos existences, dans le dialogue aussi avec les autres de ce qu'ils ont vécu. Mais le fait de vouloir absolument se constituer en système de croyances, de savoir, je trouve qu'on va un peu vite en fait là-dessus. Donc, je verrais, enfin, ça me paraît compliqué en fait qu'il n'y ait pas que la transe ne devienne pas le nord de notre boussole quand même dans les années à venir, et que tout ça justement, comme voilà, ne s'organise pas à grande échelle. Maintenant, ce qui me fait douter, enfin, ce qui me fait douter justement, c'est l'absence de doute. Chez beaucoup de gens que je rencontre dans tous les milieux, hein, absolument tous les milieux,
qui ne laissent pas l'émerveillement être là et qui vont directement vers les convictions et vers le fait de vouloir absolument convaincre l'autre que ce qu'il a vécu est quelque chose qui peut être pertinent pour chacun de nous. On a tous nos croyances. Euh, un anthropologue avait même, Sperber, si je me souviens bien, avait même décrit la croyance comme étant vraiment très constitutive de l'être humain. Donc on a tous nos croyances. Vouloir absolument que ces croyances soient l'autre, je trouve ça compliqué, quoi. Et surtout dans le domaine dans les trans, dans lesquels la notion de preuve est quand même voilà, compliqué à avoir. On peut décrire, faire la preuve de quelque chose, c'est plus complexe. Oui, on est plus dans la phénoménologie, hein, pour le Oui, moment. totalement. Mm. Une dernière question, la transe et la mort? Tu me balances deux termes comme ça, et puis je brode. Voilà. Je vais repiquer par rapport à ce qu'on disait tout à fait au début. Pour moi, la transformation veut dire forcément que l'on se confronte à la finitude. C'est dans le prochain livre que tu vas sortir où tu m'as demandé un chapitre où je l'explique. Je pense pas que c'était dans celui-là, mais peut-être. Faut que je vérifie. C'est l'un des deux. Donc les gens vont devoir suivre ce que tu écris. Mais je dis même que en hypnose, par rapport à la prise quelque chose d'aussi simple que la prise en charge de la douleur, en fait, j'explique en quoi en fait ce rapport à la finitude dans la transe hypnotique, elle est importante et que les gens, notamment douloureux chroniques, qui vont bénéficier de la transe hypnotique, ça ne pourra fonctionner que s'il y a ce rapport à la finitude qui doit exister. La transe, enfin, je rappelle l'étymologie évidemment dans le livre. Le trans, c'est à la fois bouger, se mouvoir, mais c'est également le rapport à la mort, être transi comme être transi de froid, quoi. Donc c'est le lien à la mort, il est là en fait dès l'origine du mot, de l'étymologie du mot. Et il me semble effectivement que les facteurs de transformation ne peuvent survenir que lorsque l'individu, alors pas forcément se confronte à la mort, mais en tout cas se confronte à la limite et à la finitude, à la limite ultime et à la finitude, qui peut prendre la place de la mort, mais pas forcément, mais en tout cas, c'est se confronter à la finitude, au fait que quelque chose s'arrête absolument à un moment donné. Et que la transformation, elle est là, elle est quand on a fait cette expérience, y compris dans des choses aussi simples que la prise en charge de la douleur, qui renvoie la personne perpétuellement à son angoisse de mort. Donc, les choses pour moi, elles sont assez claires là-dessus. Et quand on regarde d'ailleurs les biographies des grands transeurs, il y a cette dimension généralement qui est présente. Quand on écoute nos patients également parler, les patients qui changent, enfin, c'est vraiment la question de la mue, quoi, hein. C'est-à-dire quand on va se transformer, il faut bien à un moment donné qu'il y ait une carcasse que l'on laisse derrière soi pour devenir autre chose. J'étais en Provence il y a quelques jours et j'étais absolument fasciné par les cocons. Alors, c'est pas les grillons, c'est en journée, qui battent de leurs ailes. Les cigales? Merci, les cigales. J'étais absolument fasciné par les cocons de cigales. D'abord, je ne savais pas du tout que la cigale se transformait. J'ai appris ça il y a 2 semaines. Mais donc, l'ami chez qui ils étaient m'a montré donc sur ces arbres. Et dans les arbres, en fait, elle avait plein justement de ces cocons de cigales qui sont en fait extrêmement forts. C'est très épais, c'est très conséquent. Et c'est effectivement ça. C'est-à-dire, la transformation veut dire à un moment donné bah, qu'il faut laisser quand même quelque chose d'épais et de consistant qui était, on va dire, le soi initial, en tout cas, cette façon d'être initiale pour aller vraiment vers autre chose. Et comme je le disais tout à l'heure pour les sociétés, bah, ça paraît compliqué d'imaginer une révolution, c'était vraiment un changement, un tour sur soi-même pour arriver à autre chose. C'est compliqué d'imaginer une révolution qui se passe dans le calme et dans l'inscription dans le temps, quoi. Ça emmène quand même quelque chose qui transforme, et quelque chose qui transforme veut dire que l'on va se confronter à cette limite, à cette possibilité de tout perdre à un moment donné. Et c'est parce qu'on se confronte à la possibilité de se tout perdre et que l'on est dans le dénuement par rapport à ça, bah, on peut quitter notre cocon si on y consent. Il y a quand même cette notion-là. Quelqu'un qui n'y consent pas à vivre ça, qui souhaite rester dans son cocon, elle va rester dans son cocon et pourquoi pas. Voilà. Il n'y a pas non plus une utopie à décrire par rapport à ça. Quelqu'un qui veut rester dans son cocon initial et qui ne souhaite pas aller dans la transformation vers autre chose, bah, très bien aussi. Si ça lui convient, c'est parfait aussi. Vivre une transe et que la transe guide nos vies n'est pas du tout une obligation pour tous. C'est une possibilité. Et ceux qui prennent cette possibilité, finalement, chanteront.
comme les cigales. Oui, absolument, oui. Envoyez-nous vos enregistrements. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, j'ai pris plaisir à cet échange. J'ai pris plaisir à cet échange, mais je ne vois pas de choses dans lesquelles je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment que Evelyne m'emmène là-dessus. Non, non, le cœur et la tête étaient ouverts pour vivre ce moment-là, donc tout est parfait pour moi. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir et j'espère que ceux qui nous écoutent aussi. J'espère également. Je te remercie beaucoup, Merci, Evelyne. beaucoup et sans doute qu'on aura, puisque tu vas encore avoir des livres qui vont sortir, qu'on aura certainement l'occasion de se revoir sur la chaîne Résilience Psy pour, parler, de tes recherches et de l'évolution de ta pensée. Merci, Evelyne. À très vite. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à la commenter, à faire connaître la chaîne Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.